Merci beaucoup. Bonne journée. Il habite les froides montagnes de l'Himalaya et ne laisse que quelques traces de pas mystérieuses derrière lui. Certains l'appellent Yeti, d'autres Migu ou Mété, parfois même Abominable Homme des Neiges. Quoique ce nom-là soit dû qu'à une erreur de traduction. En passant, moi c'est Locke, Dr Ness-Locke, spécialiste en cryptozoologie, la science des animaux rares et mystérieux. Bienvenue dans mon bureau. Les histoires de créatures humanoïdes vivant au sommet des montagnes de l'Himalaya datent d'il y a bien longtemps. Mais leur popularisation en Occident commence en 1921, alors que le lieutenant-colonel Charles Howard Bury mène une expédition de reconnaissance de l'Everest. Alors que le groupe se trouve à plus de 20 000 pieds d'altitude, c'est-à-dire environ 6 000 mètres ou 6 fois la hauteur du mont Tremblant, Charles Howard Bury et son équipe découvrent dans la neige de grandes traces ayant un peu l'apparence d'un pied humain. Les Sherpas qui les accompagnent leur expliquent qu'il s'agit de traces de Meto Kanmi, un homme poilu et sauvage vivant parfois au sommet des montagnes difficilement accessibles. Entendant cette anecdote, le journaliste Henry Newman décide d'interviewer l'équipe et les Sherpas pour en écrire un article. On lui décrit alors une créature avec les pieds tournés vers l'arrière et de longs cheveux emmêlés lui tombant sur le visage lorsqu'il descend la montagne. Newman décide aussi de traduire le nom de la créature. Kanmi voulant dire homme des neiges et Meto voulant dire abominable, c'est la naissance du nom abominable homme des neiges. En fait, Meto voudrait plutôt dire dégoûtant ou crasseux. Il s'agirait donc d'une erreur de traduction. Cela n'empêche pas le nom de marquer les esprits, et l'article de Newman popularise cet animal qui devient alors bien connu. À cette époque, on en savait très peu sur cet animal, et encore aujourd'hui, il reste très mystérieux. Sa discrétion et son habitat en haute altitude font du Yeti une créature très difficile à étudier. Malgré tout, les différentes expéditions et les traces retrouvées nous permettent de dresser un portrait grossier de la créature. Les observations de Yeti et la profondeur des traces retrouvées dans la neige nous permettent d'estimer que la créature mesure de 1,5 à 3,75 mètres et pèse de 85 à 180 kg. C'est un bipède, c'est-à-dire qu'il se promène sur ses pattes arrière comme les humains. Sa fourrure est brunâtre, il n'a pas de queue et ses pieds pointent vers l'arrière pour l'aider à monter dans les montagnes, mais aussi et surtout pour confondre ceux et celles qui voudraient suivre ses traces. On situe l'aire de répartition du Yeti dans l'ensemble de l'Himalaya. La plupart des observations ont été faites entre 4000 et 5000 mètres et on estime que le Yeti passerait la plus grande partie de son temps dans des cavernes situées près des sommets, ce qui expliquerait sa grande discrétion. Le Yeti fréquenterait aussi à l'occasion des lacs himalayens, comme par exemple les lacs Goyo, situés au parc national de Sagarmatha au Népal. De par son apparence et son comportement, ainsi que grâce à certaines analyses de poils, on pense que le Yeti serait un gigantopithèque, d'où son nom latin Gigantopithecus yeti. Ses cousins les plus proches génétiquement seraient le Gigantopithecus blacki, que l'on croit éteint aujourd'hui, et le Gigantopithecus californica, qu'on appelle aussi Sasquatch. Les gigantopithèques sont une branche des ponginés qui elle-même fait partie de la grande branche des hominidés comme les humains. Plusieurs légendes décrivent le Yeti comme une créature capable de dévorer des humains, mais ce comportement n'a jamais été directement observé. En fait, la seule personne à avoir vu un Yeti manger est l'explorateur et photographe Tombasi en 1925. Il décrit une créature bipède et ne portant pas de vêtements tirée sur les branches d'un rhododendron. Malheureusement, la créature disparaît avant qu'il ait le temps de sortir son appareil photo et son trépied. Au retour de son excursion, il passe par le glacier où il avait vu la créature et remarque des traces de pieds nus d'environ 18 cm de long et 10 cm de large, d'apparence très humaine, mais se terminant en pointe au lieu d'avoir un talon. Tombasi est convaincu d'avoir trouvé des traces de Yeti. Il est donc probable que le Yeti puisse se nourrir de baies et d'autres parties de végétaux. Toutefois, sa grande taille et le climat extrême de son habitat entraînent des besoins caloriques très importants. On suppose donc qu'il est majoritairement carnivore. Puisqu'aucune observation de Yeti juvénile ou en gestation n'a été rapportée, on connaît très peu de choses sur la reproduction des Yétis. Étant des gigantopithèques, on peut supposer que la gestation dure plusieurs mois,
que les femelles accouchent d'1 à 2 jeunes à la fois et que ces derniers sont dépendants de leurs parents pendant plusieurs années. Il est possible que tous les individus observés soient des mâles qui quittent les femelles après la reproduction. Les femelles, quant à elles, seraient difficiles à observer, étant beaucoup plus prudentes afin de protéger leur progéniture. Il est aussi possible que les femelles se cachent dans les cavernes avec leurs jeunes, alors que les mâles participent activement aux soins parentaux en allant chasser. Bien que les rencontres avec les yétis soient excessivement rares, on en compte quand même par dizaines. Cependant, il semble que les observations de yétis aient graduellement diminué depuis les années 90. Étant un animal merveilleusement bien adapté au climat froid, il est possible que les changements climatiques affectent sa survie et sa reproduction. De plus, la hausse du tourisme en montagne a probablement pour effet de réduire la quantité d'habitats favorables à cette espèce qui semble éviter le contact avec l'homme. Malgré tout, il arrive encore aujourd'hui que certains explorateurs très chanceux tombent sur des indices de la présence du yéti. Deux de mes amis de longue date, le professeur Frank et la Dr Stein, sont justement partis ce mois-ci au Népal en quête de traces de la présence du yéti. Ce matin, j'ai reçu un colis de leur part et c'est incroyable, il faut que je vous montre ça. Des authentiques poils de yéti. Attention, hein, pas sûr qu'on vous vend en bas des montagnes là, à prix fort, non, non, non. Ça, c'est du vrai poil de yéti, trouvé sur la montagne. Et, à bien le regarder, il semble que ce soit du poil de duvet. Ça va rejoindre mes autres artefacts dans ma bibliothèque, c'est sûr. Voilà, vous en connaissez maintenant un peu plus sur une de mes créatures favorites, le yéti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, mais la prochaine fois, on se retrouve avec une nouvelle créature et un nouveau trésor de ma bibliothèque. À bientôt! Ça a l'air vraiment vrai, mais vous vous doutiez que ça ne l'était pas, n'est-ce pas? Pour connaître la vérité sur cette créature mythique, rendez-vous dans la deuxième partie de ce dossier. À bientôt!